pense à tout. Eh ben, je crois que c'est bon, ça y est. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Merci, merci à vous d'être là avec nous à 19h15, un jour d'invasion. Merci de nous avoir rejoints donc pour ce live. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Bonsoir Thèse, bonsoir Isabelle. Bonsoir Bertrand, je pense qu'on s'était rencontré Bertrand avant le Covid. Ok, on démarre Sylvie? Delphine, pardon, parce que je vois une Sylvie là. Allez, c'est Non, parti. allez, c'est parti. Donc bienvenue à tous dans ce webinaire. On va commencer par se présenter. Donc moi je suis Delphine Borner, je suis directrice générale et cofondatrice de Bancast, donc et fière membre des dirigeants commerciaux de France, donc des DCF. Alors pour vous dire quelques mots rapides sur Bancast, donc nous on est spécialisé dans les formations adaptées à l'époque pour commerciaux B2B. Donc c'est vrai qu'en France, la vente, ça peut être parfois un sujet un peu tabou. Il y a un manque de formation initiale. Il y a aussi l'idée reçue comme quoi ça serait un métier où il y aurait surtout besoin de feeling, de tchatch, alors que non, c'est un vrai métier, c'est un vrai beau métier. Et qui dit vrai métier dit qu'il y a besoin de méthodes. Il y a besoin aussi de mettre à jour ces méthodes, puisque c'est un métier qui évolue beaucoup, notamment avec le digital, on va en parler aujourd'hui. Et donc, c'est important pour effectivement rester efficace. Donc, c'est ça qu'on fait chez Bancast. En fait, on aide des entreprises à avoir des meilleurs résultats en travaillant sur la méthode. Et ça permet aussi d'attirer et de fidéliser les commerciaux, puisqu'on sait que c'est une denrée rare. Et donc, avec des formations continues de qualité, ça peut être un levier pour contribuer à réussir ce challenge. Puis je laisse la parole à Serge, du coup. Je suis le fondateur de Nomination, qui a quelques années, on a quelques années derrière nous. Et donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, Nomination est une plateforme de business intelligence destinée à des commerciaux et à des marketeurs B2B. Et notre mission sur Terre, c'est d'aider nos clients à engager des conversations avec les bonnes personnes dans les bons comptes au bon moment. Et on délivre toute une série de data et d'outils qui leur permettent de faire ça. Voilà. Et on est ravis de co-animer ce webinaire ensemble. Absolument, absolument. À l'origine, tout a commencé avec un guide sur la vente B2B en 2022, donc les meilleures pratiques, les tournants à prendre, notamment les tournants digital au niveau commercial, donc qui ont été accélérés avec le Covid, mais qui ne datent pas non plus d'hier. Donc c'est un guide qu'on a coédité avec les dirigeants commerciaux de France, avec Bancast et avec Nomination, et qui a plu. Et donc sur une très bonne initiative des DCF, on en fait aujourd'hui un live pour synthétiser, pour aller expliquer effectivement quelles sont ces grandes pratiques qui vont aider de la prospection à aussi en fait tout le cycle de vente et même ensuite jusqu'à la fidélisation. Donc un grand merci à DCF pour cette initiative et en particulier au DCF Angers qui étaient demandeurs et je crois qu'ils sont rassemblés aujourd'hui pour cet événement. Donc j'en profite d'ailleurs pour tous ceux qui ne connaissent pas encore les dirigeants commerciaux de France, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce beau club, aller découvrir un peu toutes leurs initiatives. Alors, on va commencer par un petit état des lieux du changement. Donc, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on fait ce live aujourd'hui? Donc déjà, ça ne vous a pas échappé, le monde se digitalise et c'est pas terminé. Donc, tous les secteurs sont impactés. Alors, si on regarde au niveau macro, on voit que si on regarde les grandes entreprises, il y en a si on prend les 10 plus grandes capitalisations boursières,
il y en a 7 aujourd'hui qui sont des entreprises technologiques au niveau mondial. Donc, ce n'était pas toujours le cas, hein, il y a eu cette évolution. Ça représente 8 900 milliards de dollars, et ça, c'est 4 fois plus que les CAC 40, que l'ensemble du CAC 40, qui est pourtant la bourse de la 7e économie mondiale. Donc voilà, on va retrouver bien sûr les GAFAM dedans, etc. Alors, si on regarde aussi à plus petit, on constate tous, on voit que nos habitudes de travail, elles se sont modifiées avec plus de distance, donc notamment suite au Covid qui nous avait un peu contraints à travailler à distance, et qu'on a plus aussi l'habitude d'utiliser des outils digitaux dans notre quotidien d'ailleurs aussi au travail. Ça va pas disparaître puisque c'est des habitudes. Il y a une demande aussi de modernisation de leurs entreprises de la part des nouvelles générations qui sont en fait une part de plus en plus croissante des collaborateurs. Donc voilà, on le sait, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Alors les métiers de la vente, ils ont été touchés de plein fouet, en particulier eux. Et pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de préjugés qui ne tiennent plus. Donc déjà, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas besoin de se déplacer pour créer du lien. Donc nous, on a constaté, hein, les directeurs commerciaux qui nous disaient, mais c'est vrai qu'en fait, il y a des gens dans mon équipe, pas tous, hein, mais il y a des gens dans mon équipe qui n'ont jamais autant vendu que quand ils ont pu le faire à distance. Parce que bien sûr, il y a des gains de productivité. Donc finalement, voilà, on n'aurait plus besoin de se déplacer systématiquement pour réussir à vendre. Ensuite, la tchatche ne suffit pas. C'est-à-dire que si un mot est peut-être plus facile de vendre, et ben en fait, avec ces dernières années, ce qu'on constate, c'est que les clients, ils sont plus exigeants. C'est que comme ils ont plus accès à l'information avec Internet, ils peuvent faire des comparaisons. Ils font des comparaisons avec les concurrents, hein, tout simplement, et puis ils sont plus aussi démarchés. Et du coup, c'est là où il y a besoin, ça se fait un petit peu moins tout seul, et il y a vraiment besoin, après, on n'a jamais dit que c'était facile non plus, hein, mais c'est vrai que plus qu'avant, il y a besoin d'utiliser des vraies méthodes, des outils pour la prospection, pour le suivi, et d'utiliser une vraie posture de business partner où on amène de la valeur en fait à ses clients. Donc le problème, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont laissé ces commerciaux baignés dans l'insouciance face à la transformation de ces codes, de ces méthodes de vente cette dernière décennie. Et donc, il y en a qui ont cumulé des retards ou qui sont en train de cumuler des retards, pire, qui n'en ont pas encore conscience. Donc l'histoire l'a montré, hein, c'est important de rester alerte, de comprendre, surtout en tant que dirigeant, quels sont les grands tournants à prendre, de ne pas faire la ruche, même si ça peut faire peur le digital, et donc d'accompagner son équipe, de leur faire prendre conscience qu'effectivement, on ne vend plus aujourd'hui comme on vendait hier, et qu'il faut changer. Il suffit pas de le dire, il suffit pas de déployer des outils. Il y a aussi, on voit bien, hein, besoin d'accompagnement au changement, besoin de piloter, de faire de la conduite du changement. Parce que les outils tout seuls, ça ne fait pas tout. Il faut effectivement que les bonnes habitudes prennent. Et attention aux préjugés. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on va être tout de suite efficace sur les outils. On va passer beaucoup de temps à les utiliser. Et c'est pas parce qu'on est plus senior que ce n'est pas de notre génération. Il faut se mettre pour sa carrière et pour son entreprise. Alors Serge, je crois que tu avais envie de nous donner un témoignage aussi là-dessus. Oui, on a comme tout le monde, on a pris dans la tronche cette crise Covid. Et donc nous, alors au-delà du fait qu'on a eu la chance de vendre une plateforme de prospection digitale à un moment où justement les commerciaux avaient besoin d'outils digitaux pour faire du business. On a, nous, mené à bien une transformation en profondeur de l'organisation commerciale chez nous. Avant, on avait des commerciaux qui étaient un peu chacun en solo et répartis par secteur d'activité. Donc, il y avait celui qui s'occupait des agences de com, celui qui s'occupait du recrutement, etc., etc. Et on a, et ça générait pas mal de petits conflits en interne parce qu'il y avait
des cas où celui qui avait reçu un lead sur une agence, il se trouve que cette agence faisait aussi du conseil, donc les sales se battaient pour avoir le lead. Bon, donc il y avait régulièrement des petites frictions. Et donc, on a changé tout ça. Donc maintenant, on a une organisation non pas par secteur, mais par étape du cycle de vente. Donc, on a industrialisé toute la chaîne qui va de la génération du lead jusqu'à la signature des deals, avec des SDR qui font la qualification de lead, qui font un peu de prospection dans le dur, et ensuite des commerciaux, de juniors, des execs et des managers qui font la signature. Et puis, la recette magique, l'ingrédient magique dans la recette, c'est le fait qu'on est passé dans un système de rémunération et d'objectifs collectifs. On n'est plus en individuel. Donc, toute l'équipe porte le même objectif. À chaque fois qu'il y a 1 € de commission qui rentre, c'est réparti avec une clé de répartition qui est calculée au départ. Mais si moi je vends, les autres touchent. Donc c'est une philosophie vraiment qui correspond beaucoup aux valeurs de notre boîte, et ça a un peu changé notre vie. Il y a on a vécu jusqu'à maintenant très peu de dommages collatéraux, si ce n'est parfois des déséquilibres entre des surperformeurs et des sous-performeurs. Mais même ça se corrige en cours de route en réévaluant les objectifs des uns et des autres. C'est ce qu'on vient de faire au 31/12, et ça s'est bien passé. Ça permet de tester justement l'ADN collectif des sales qu'on recrute. Donc, en termes de résultats, je vous partage un KPI. On mesure le chiffre d'affaires généré à partir des leads produits par le marketing, ce qui permet de quantifier vraiment le résultat, le ROI du marketing. Aujourd'hui, on est à 45% des deals signés viennent de leads. On est passé en 2 ans de 600 à 900 clients. On a divisé par plus de 2 nos cycles de vente. Par contre, effectivement, et ça a été le bas qui blesse en 2020 surtout, c'est qu'il y avait les grands comptes, il y avait beaucoup de projets qui étaient gelés, et donc notre panier moyen a baissé, et il est en train de réaugmenter aujourd'hui, parce qu'en parallèle de la sales machine donc que j'ai décrite, on a mis en place cette année, depuis juillet, une équipe de CAM, de Key Account Manager, pour justement développer les beaux deals sur des beaux comptes avec des cycles de vente beaucoup plus longs en mode vente projet. Voilà, petit témoignage d'une transformation à marche forcée grâce ou à cause du Covid, je ne sais pas dire. Enfin, j'aurais presque envie de dire grâce au Covid, parce que ça nous a vraiment mis en mouvement, et ça nous a fait faire vraiment des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé sinon. Et c'est souvent Voilà, effectivement dans les Delphine. moments de crise qu'on trouve aussi Des des idées, solutions, ouais. ouais, Ouais. des solutions. Et effectivement, dans les grandes à faire prendre à son entreprise, il y a tout ce qui est organisation. Donc, merci pour ce super témoignage, et aussi les leviers que tu nous expliques qui ont permis de garder, peut-être de fédérer, de garder motivé, parce qu'il y a ça aussi, il y a la distance, c'est comment je fais pour garder un esprit d'équipe, un collectif, où les gens ont envie de se lever ce matin et de donner le meilleur pour travailler en équipe aussi. Donc, super intéressant. Alors, si vous avez des questions pour Serge, pour moi, n'hésitez pas à les poser dans le En chat, live, ouais. intervenir dans le chat. Alors, on gardera un petit peu de temps pour y répondre à la fin, mais en fait, on peut aussi répondre en direct si vous avez envie d'avoir c'est pertinent d'avoir la réponse. N'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, donc, il faut adapter ces méthodes, et on va voir justement finalement 4 grands volets qui sont des indispensables à mettre en place ou à continuer à mettre en place cette année pour être plus efficace, avoir des meilleurs résultats sur tout le cycle de vente, que ça soit de la prospection à la conversion, à la fidélisation. Et donc, on commence le numéro 1 qui est bien sûr la vente à distance. Alors, la vente à distance, c'est tout simplement, c'est l'acte de vente qui se fait sans avoir à se déplacer physiquement. Donc, ça peut se faire par plusieurs canaux, le téléphone,
la visio, donc ça, c'est pour les canaux de relation avec le client. Mais évidemment, cette vente à distance ne peut se faire qu'à l'aide d'outils, d'aide à la vente, on en fait partie, de CRM pour piloter son activité et reporter les to-do. Et puis évidemment, les médias sociaux qui font partie des canaux à la fois de visibilité et également de prise de contact one-to-one avec les décideurs. Donc ça, c'est juste pour cerner un peu qu'on soit bien tous d'accord sur ce que c'est que la vente à distance. Alors pourquoi elle est devenue incontournable? Ben, tout simplement parce qu'elle elle a produit des bénéfices palpables et immédiats, aussi bien pour le client que pour le sales. Et ce gain, c'est tout simplement des gains de productivité, des gains de temps qu'on vit tous et qui font absolument pas l'ombre d'un doute. On est également généralement, les clients perçoivent peut-être plus de réactivité de la part de leurs partenaires et prestataires, donc plus de satisfaction client. Et puis, c'est aussi plus écologique de vendre à distance en termes d'émissions de CO2, même si on en met quand même pas mal avec les ordinateurs, c'est quand même moins que si on utilise nos voitures, par exemple. Donc, évidemment, les phases, les fondamentaux de la vente et les étapes du cycle de vente ne changent pas, mais il y a quand même des choses à adapter. Donc, entre le téléphone et la visio, évidemment, il faut privilégier la visio, même si parfois on est tenté de faire du téléphone, ça permet quand même de créer plus de liens avec la personne, on se voit, c'est plus proche. Donc, tant que possible, privilégier l'outil de visioconférence. Les visioconférences permettent justement de faire des temps beaucoup plus courts de rendez-vous. Et puis, il y a le fait que la relation à distance demande plus de concentration fait que des formats de 30-45 minutes sont probablement plus adaptés que des formats d'1 h 30, 2 heures. Donc, vaut mieux utiliser l'outil à distance justement pour rythmer la relation que vous avez avec votre client en calant à 3 dates différentes des points d'une demi-heure, 3/4 d'heure, plutôt que de faire un gros point, un ou 2 gros points qui sont un peu longs où on peut avoir un risque de décrochage. Donc moi je trouve dans le quotidien, c'est que ça aide à avoir une cadence et à avoir du rythme. Ne pas trop tomber dans le piège de le rendez-vous démarre et tout de suite je partage mon document et je rentre dans le vif du sujet. Prenez quelques minutes au début pour reconnecter avec la personne, demander si ça va, etc. Enfin, prendre ce tout petit temps qu'on a normalement quand on se voit en physique. Bah, il faut le garder. Évidemment, les rendez-vous à distance demandent plus de structure et de préparation. Donc, ça demande un peu plus de boulot, mais c'est vraiment important du coup d'être structuré et quand le rendez-vous démarre, que le client sache exactement comment ça va se dérouler. Et puis surtout, et ça va avec la notion de rythme, profiter de la fin du rendez-vous pour tout de suite caler le next step et la date du prochain rendez-vous. Alors les outils sont absolument essentiels dans la vente à distance, on en a parlé. Certains d'entre vous peut-être utilisent Calendly, donc qui est un lien que vous pouvez mettre dans les mails que vous envoyez aux gens pour qu'ils puissent eux-mêmes caler un rendez-vous dans votre agenda. Donc ça leur donne une visibilité sur votre agenda et ça leur donne la visibilité sur les créneaux qui sont dispo. Et puis évidemment, il est indispensable de maîtriser parfaitement tous les différents logiciels de visio, que ce soit Teams, Google Meet, Zoom, voire d'autres, pour pouvoir s'adapter à toutes les configurations clients. Faites des présentations vraiment courtes. Forcez-vous à ce que toujours avoir au moins 15-20 minutes d'échange informel
avant ou plutôt après une présentation, et juste avant de caler le next step. Voilà, c'est vraiment des petits tips très pratiques que certains d'entre vous mettent déjà en pratique. Et on est vraiment preneur de vos questions ou de vos tips. Hein. N'hésitez pas à les partager dans le chat parce que ça sera enrichissant pour tout le monde. Et Serge, effectivement, hein, quand tu dis c'est mieux c'est mieux avec la caméra par rapport au téléphone parce que ça crée plus de liens, la stat là-dessus, c'est qu'on a 2,7 fois plus de chances de faire du business avec un client, un prospect, quand on met sa caméra. Donc, c'est vrai que les commerciaux qui n'avaient pas forcément trop l'habitude, c'est important de l'apprendre parce que ça devient incontournable et surtout, on augmente vraiment les taux de transformation en fait. Donc il y a un peu de peur, de résistance par rapport à ça parfois, hein, parce que voilà, se voir, c'est pas forcément facile. Et donc quand on creuse, en fait, on se rend compte qu'on peut facilement lever ces résistances qui sont liées en fait, voilà, à des peurs inconscientes, mais avec la pratique. Et donc je te suis tout à fait aussi sur que c'est important de maîtriser plusieurs outils et pas juste celui qui est donné par son entreprise pour pouvoir rebondir si jamais il y en a un qui ne marche pas ou si le client nous envoie aussi une invitation visio. Donc pareil, qu'on soit bien à l'aise parce que ça fait partie aussi de notre métier d'accompagner le client à se l'aise et donc on doit être à l'aise, on doit le mettre à l'aise aussi et ça doit pas, voilà, on doit pas être les derniers à être à l'aise, quoi, entre guillemets. Voilà, ce qu'on Ok. constate. Oui, ce qu'on constate aussi là-dessus, c'est de faire attention, parce que c'est vrai qu'on entend souvent, oui, mais en visio, on peut moins créer du lien qu'en vrai. Alors, de toute façon, on ne dit pas qu'il faut faire que de la visio, de la vente à distance. Hein. L'idée, c'est aussi de savoir faire les deux, en fait, d'avoir plusieurs cordes à son arc. Mais voilà, en fait, souvent, ça vient plutôt d'un manque de méthode. Donc, faire attention de ne pas compenser le manque de méthode dont on manque à distance en prétextant que bah, c'est forcément plus adapté à ce moment-là le physique. Surtout que les clients sont demandeurs maintenant en fait. Hop, on continue. Une petite illustration quand même. Hein. Si on prend deux entreprises qui sont sur des marchés comparables, donc notamment le e-commerce, donc la Redoute, hein, voilà, entreprise historique, et Mano Mano, plus récente. Donc, elles ont toutes les deux fait à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires en 2020. Sauf que Mano Mano l'a fait avec à peu près 3 fois moins de collaborateurs. Donc, il y a un rapport de productivité quand il y a une habilité avec le digital qui varie un rapport de 1 à 3. Et aujourd'hui, donc, parce qu'on pourrait dire oui, mais ça détruit des emplois. Non, bien sûr. Attention, Mano Mano, ils embauchent cette année 1000 personnes. Voilà, donc là, c'est vrai qu'avec des petits exemples comme ça, c'est assez parlant sur les histoires de attention, faut prendre les tournants, faut s'y mettre et sérieusement et bien parce que c'est une question de pérennité aussi dans le temps pour les entreprises, notamment parce que les concurrents ou parce que voilà, il y a d'autres acteurs qui, eux, prennent le pas en fait. Mm. Alors, deuxième grand tournant à prendre, le social selling. Alors, vous en avez bien sûr beaucoup entendu parler. Donc déjà, pourquoi c'est important? Parce qu'on est dans une époque de sursollicitation digitale. Donc ça demande à se différencier du coup, puisque les clients sont de plus en plus sollicités. Donc il y a besoin de se différencier et notamment les approches social selling permettent de se différencier, de ne plus être un inconnu. Donc, le social selling, c'est la vente dite sociale. Ça permet ça, en fait. Hein, c'est ça l'enjeu. Être un inconnu. Donc, on a un tiers ou une personne en commun à citer, donc même en dehors des réseaux sociaux, hein, c'est ça le social selling. Et aussi, donc, bien sûr, les médias sociaux, ça permet aussi de ne plus être un inconnu. Et quand on n'est plus un inconnu, la stat, c'est qu'on a 8 fois plus de décrocher un rendez-vous. Donc c'est hyper important. Alors déjà d'exister les réseaux sociaux, d'ajouter son vrai réseau et donc aussi de commencer à être visible par les réseaux de son réseau. C'est là on est en fait et qu'on devient crédible. Parce que
figurez-vous qu'il n'y a qu'une toute petite partie de la population qui aime prendre des risques. Et donc, notamment, prendre des risques, c'est parler à un inconnu par rapport à parler, et traiter avec quelqu'un qui est davantage connu. C'est moins de 5% de la population qui aime prendre des risques, et encore au travail. Donc, c'est ça l'enjeu. Donc, si on prend par exemple LinkedIn, LinkedIn qui est quand même le plus grand annuaire professionnel en France, on a 2/3 des actifs qui sont sur LinkedIn. Donc, ça ne veut pas dire que forcément nos clients sont sur LinkedIn. Ça demande de vérifier en cherchant un peu, en analysant un peu ces ICP persona. Mais quand même, il y a de grandes chances en B2B que vos clients soient sur LinkedIn. La France, c'est un gros marché du coup, puisque c'est le 5e marché mondial pour LinkedIn. Donc c'est vrai qu'en formation, nous, on entend souvent oui, mais attendez, mes clients ne sont pas sur LinkedIn. Attention, allez voir. Et d'ailleurs, quand on les challenge un petit peu, ils se rendent compte par eux-mêmes qu'en fait, il y avait même des clients, des prospects qui étaient en attente de connexion. Donc l'idée, c'est toujours ça, c'est toujours d'être prêt avant ses clients, avant ses prospects, et de ne pas prendre de retard et de ne pas se mettre soi-même des barrières. Donc, vous avez peut-être aussi entendu parler par rapport à ça du rôle de commercial ambassadeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est vrai qu'avant, c'était surtout le département marketing, publicité de l'entreprise qui se chargeait de faire la publicité de et en fait, aujourd'hui, c'est plus juste ce département, c'est aussi les collaborateurs de l'entreprise. Donc, c'est hyper important, en fait, d'exister déjà d'occuper ce nouveau terrain, parce que c'est un vrai nouveau terrain, en fait, et notamment pour les commerciaux. Donc, d'exister, d'avoir un profil et aussi d'aller rajouter proactivement son réseau, donc ses prospects, ses clients, ses collègues, de manière, en fait, à alimenter le biais d'exposition. Donc, c'est le même principe que les yaourts Danone, c'est à force d'avoir vu de la publicité pour yaourt Danone, les Danettes, on a fini par en acheter. Bon, là, c'est pareil, en fait, c'est plus on va voir la marque à travers les collaborateurs, plus on va devenir familier et plus on va se dire que c'est une bonne idée de travailler ensemble. Donc c'est pour ça, en fait, que c'est hyper important d'aller pas à pas, parce que l'idée, c'est pas tout de suite de devenir un as de la communication sur LinkedIn, mais ne serait-ce qu'exister et aller se connecter, en fait, avec notre réseau. Donc, il y a des grosses opportunités à saisir et surtout, à l'inverse, c'est un manque à gagner si on n'y est pas. Et donc, il y a les entreprises qui ont compris ça et qui pilotent ce changement, qui essayent d'évangéliser ça auprès de leurs collaborateurs, et celles qui ne l'ont pas encore vu et qui vont perdre, en fait, tous ces points de contact et donc toutes ces opportunités manquées. Donc, il y a des études qui sont faites et maintenant, les CRM sont même en train d'intégrer, en fait, de faire le rapport entre les interactions sur LinkedIn et l'augmentation des taux de transformation. Alors, évidemment, ce n'est pas magique et ça ne suffit pas en soi. Après, notamment pour la prospection, c'est important d'avoir des méthodes, des outils. Mais voilà, c'est un terrain incontournable pour le commercial. Donc, il y aura des préjugés, si vous avez peut-être remarqué, si vous en parlez avec vos équipes commerciales. Oui, mais je ne suis pas légitime, je ne sais pas quoi dire. Oui, mais on ne va pas partager des informations confidentielles. Ou oui, mais c'est plutôt les patrons qui peuvent partager. Bon, voilà, tout ça, c'est pareil. Faut sortir de la psychologie de son entreprise si vous constatez qu'en fait, l'entreprise n'a pas encore saisi les opportunités LinkedIn. Et soit se faire accompagner, soit montrer des exemples. C'est avec des exemples aussi qu'on lève beaucoup la réticence au changement. Je vous donne des exemples justement concrets. Donc là, vous voyez, l'idée, c'est de bien connaître en fait ces ICP et personas, donc ces clients idéaux, ces clients types, ceux qu'on vise et à qui on apporte le plus de valeur et qui nous apportent le plus de valeur. Et donc, on se demande ensuite, c'est quoi leur centre d'intérêt? Voilà, plutôt que de juste proposer ces services. En fait, on va, en tant qu'expert des sujets qu'on a en commun, en fait, qui nous intéressent en commun avec ces personnes, on va pouvoir partager du contenu,
notamment relayer celui de son entreprise. Et donc là, vous voyez, bah, c'est un exemple. C'est un contenu qu'on a partagé. On a eu 9 likes. Hein. Alors voilà, il y en a qui trouvent que c'est bien, c'est déjà bien. Voilà. Ça paraît peut-être pas beaucoup, mais en vrai, en termes de nombre de vues, c'est 1145. Donc 1145 personnes, quand on les rassemble dans une salle, mine de rien, ça fait quand même beaucoup. Et donc c'est ça, en fait, le biais d'exposition, c'est ce qu'on appelle aussi l'audience silencieuse. C'est qu'à force, et ben, en fait, on évangélise la marque et le jour où il y a besoin, ben, il va y avoir beaucoup plus de la probabilité de travailler ensemble va être beaucoup plus haute. Ce qui est important aussi, et c'est une opportunité, c'est de se connecter en multi-interlocuteur. Et là, je vais laisser Serge justement parler de ce troisième tournant qui est le multi-interlocuteur. Alors, qu'est-ce que la vente multi-interlocuteur? Je vais prendre un exemple. Là, je prends par exemple un client à nous qui est qui est un cabinet d'audit. J'ai aujourd'hui deux sponsors, un qui est au knowledge management et l'autre qui est directrice du business development. J'ai toute une série de prescripteurs qui sont des opérationnels au marketing, qui sont des business développeurs. J'ai un décisionnaire qui est l'associé en charge du développement. Et j'ai potentiellement des ennemis, c'est un bien grand mot, mais des gens qui peuvent se mettre en travers de ma route. Des gens notamment en charge des finances, tout ce qui est négo financière. Donc aujourd'hui, même des petites ventes. Nous, on descend, on a des paniers à, on va dire, 4 000 € par an. Parfois, c'est même là, c'est pas forcément une personne qui décide. Il peut y avoir plusieurs personnes qui sont associées. Et puis, il y a un phénomène, c'est que tu t'en parlais très bien, Delphine, c'est le rapport au risque. Plus personne veut prendre le risque et de risque. Et du coup, plus personne ne veut prendre la responsabilité à elle seule d'acheter un projet, de déployer un projet. Donc, et du coup, il faut convaincre un collectif d'individus pour arriver à vendre. Alors, il y a quelques chiffres. Hein. Il y a une étude LinkedIn qui dit que il y a au moins 4 services d'entreprise qui impactent la décision d'achat. Moi, j'avais vu une étude comme quoi il y avait en moyenne 7 personnes associées, 7 contacts associés dans un cycle de vente. Donc voilà, bon, enfin, peu importe les chiffres, l'idée c'est que c'est le multi. Donc il faut convaincre plusieurs personnes et il faut convaincre ce collectif d'individus dans l'entreprise que ce qu'on leur propose revêt un caractère stratégique pour justifier l'allocation de budget. Ça, c'est de plus en plus, il y a une espèce de convergence de toutes les actions qui sont mises en œuvre de convergence vers une stratégie, vers là où veut aller l'entreprise, qui est de plus en plus prégnante et c'est plutôt une bonne chose. Et c'est voilà, c'est une autre raison pour laquelle on est obligé aujourd'hui de convaincre plusieurs personnes, plusieurs décideurs, d'avoir plusieurs sponsors, de trouver des prescripteurs. Donc bon, il y a toute une technique pour avancer pas à pas en récoltant des marques d'intérêt des gens qui sont opérationnels, qui sont un peu en dessous, pour ensuite remonter la chaîne avec du coup des billes en disant, bah, vous voyez, il y a Pierre-Paul Jacques, ça les intéresse, voilà comment ils se projettent, voilà le ROI qu'ils peuvent tirer de ce qu'on leur a montré. Voilà, donc il y a des techniques pour avancer pas à pas dans cette stratégie multi-interlocuteur. Et dans ce contexte, il est encore plus aujourd'hui être un mauvais calcul que de rester isolé. Donc ça, c'est encore un réflexe que certains sales ont encore, de rester cantonné avec leur interlocuteur à qui ils parlent parce qu'ils ont un bon feeling avec lui. Ils n'osent pas forcément bypasser leurs contacts et pour aller parler à d'autres personnes dans le compte. Mais il faut bien avoir conscience que faire l'effort
de parler à toute une série de personnes dans le compte, au moins vous doublez vos chances de gagner le deal. Donc c'est vraiment important de faire cet effort, d'oser poser les questions qui fâchent. Qui est décisionnaire sur le budget? Quel est le circuit de décision en interne? Pour faire parler l'interlocuteur et comprendre comment ça marche un peu dans l'arrière-boutique. Voilà, et ensuite peut-être éventuellement pousser notre interlocuteur à inviter justement le N+1 ou le secrétaire général, parce que visiblement il est dans la boucle, et donc ce serait pas mal qu'il comprenne un peu la valeur de ce qu'on lui propose pour se prononcer en son âme et conscience. Voilà, et puis évidemment les réseaux sociaux et la présence sur LinkedIn, c'est un des outils justement pour entre guillemets encercler un peu ce cercle d'individus pour communiquer auprès d'eux. Donc le social dont tu as parlé, Delphine, est super important pour se rendre visible auprès justement des personnes qui vont à un moment donné se prononcer sur votre solution et sur votre entreprise. Tout à fait. Voilà. Donc là, vous avez voilà cette petite slide. Bon, en fait, ça illustre. Une deuxième chose, c'est qu'il y a l'approche multi-interlocuteur, mais il y a aussi l'approche multicanal. On en a déjà parlé avec multicanal, pardon. On en a déjà parlé avec les réseaux sociaux, mais il faut vraiment mixer les canaux. C'est pas une blague, ça marche vraiment. C'est-à-dire que si vous faites que du mail, il faut faire du mail, il faut faire du téléphone, il faut essayer d'obtenir un rendez-vous avec l'assistante, il faut faire du réseau social, il faut éventuellement savoir où la personne est intervenue dans la conférence et le contacter juste après, voire même si c'est vraiment un gros poisson, que c'est un gros deal, faire l'effort de se déplacer à la conférence pour essayer de l'attraper à la fin de la conférence. Tous les moyens sont bons, et plus vous êtes en multi-canaux, plus la personne va savoir qui vous êtes, et ça va faire tilt. Delphine, c'est à toi pour la 4e partie. Il est 52. Et Alors, effectivement, je vais voilà, faire il faut vite qu'on pour garde un tout. Ouais. avoir des Ouais. questions. Tu fais bien de me dire. Je vous ai fait un peu de teasing. Donc, le 4e grand tournant, la vente de valeur. Alors, la vente de valeur, qu'est-ce que c'est, hein? Donc, c'est vendre ce qui a de la valeur pour le client. Donc, c'est-à-dire pour lui, mais aussi pour les autres personnes ce qu'on pourrait appeler un comité d'évaluation. Donc, je renvoie là au interlocuteur, effectivement. L'idée, ça va être d'aller collecter les points de valeur pour pouvoir mieux défendre son offre pour prouver effectivement la valeur. Et éviter d'être comparé juste sur le prix, parce que c'est bien ça le point, c'est qu'en fait, si on ne fait pas ce travail d'aller collecter la valeur, en fait, on se retrouve avec déjà moins l'envie d'acheter, puis en plus, du coup, on se fait plus coincer sur le prix. Voilà, donc ça paraît évident, mais c'est souvent en fait un point qui est mal maîtrisé, alors que c'est important. Surtout dans un contexte où il y a plus de concurrence, comme on l'a vu, et des acheteurs qui comparent, etc. Donc il faut quand même savoir qu'il y a 77 des clients qui trouvent que les commerciaux ne comprennent pas leurs problématiques. Donc c'est un chiffre élevé, hein, Ouais, c'est un chiffre super élevé. et c'est là où il faut se remettre en question, il faut l'avoir en tête. C'est vrai que si dans la vie de tous les jours, ça nous paraît évident, hein, si par exemple on va à un barbecue, on va pouvoir, parler avec des amis d'amis en posant des questions. Ça nous viendrait pas à l'idée, par exemple, de simplement parler de nous. Et ben, dans la vente, c'est pareil en fait, et pourtant, les commerciaux parfois, je dis pas évidemment que c'est tous, hein, mais une des erreurs classiques qu'on observe, c'est qu'ils vont avoir tendance en fait à pitcher un peu en mode, catalogue, alors que le client, on sait qu'il maintenant en plus qu'il fait 67 du parcours d'achat sans nous sur internet, donc il s'est déjà renseigné. Et nous, on arrive et en fait, on va prendre tout le poids sur nos épaules en se disant ok, il faut que je parle de mon produit, de mon service, de tous les avantages, alors qu'en fait, il y a déjà une partie du chemin qui est fait et on risque de faire un hors sujet par rapport à ses réelles motivations. Donc c'est de là d'où vient 77 du coup, c'est important de se positionner plutôt en partenaire, donc co-construire avec le client et lui laisser cette place d'ailleurs pour que lui aussi en fait puisse dire de quoi il a besoin et qu'on monte un projet ensemble comme si on était presque collègues.
Donc, c'est vraiment une posture de partenaire. C'est pour ça qu'on travaille avec la méthode Business Partner Selling, hein. C'est ce qui va permettre en fait de réussir sa vente de valeur. Il y a un enjeu de mettre son énergie au bon endroit, d'arrêter de travailler pour rien. Alors tout ne peut pas, on ne peut pas tout gagner, hein, mais voilà, de rendre plus conscients ses commerciaux, d'encourager ses commerciaux à être lucides, parce que les opportunités où il y a pas de valeur, peut-être qu'en fait, où il y a une valeur, pas suffisamment perçue, on n'a pas réussi et de combien de temps on y passe parce qu'on sait que, statistiquement, il y aura quand même moins de chances que ça convertisse. Mmh. Donc pour ça, hein, 2 points, travailler sur vos ICP, vos personas. Donc ICP, Ideal Customer Profile, donc c'est les comptes qui nous apportent le plus de valeur, à qui on apporte le plus de valeur. Et ces personas au sein de ces comptes, nos champions, hein, comme on pourrait les appeler. Et puis, adopter une approche ROI, c'est-à-dire de chiffrer cette valeur, donc non pas juste la qualifier, mais aussi la quantifier. Donc ça, pareil, c'est des tournants à prendre qui sont indispensables cette année. Et là, on vous a mis quelques petits exemples donc de comment faire pour définir ces ICP, ces personas, des brainstorming en équipe avec ou sans accompagnement, CRM, et puis aussi d'aller demander à ses clients plutôt que de se faire des plans sur la comète. Et voilà, on est surpris hein, quand on va interviewer ses clients. Et voilà, donc pour la vente de valeur, je vais m'arrêter là parce qu'effectivement, il nous reste qu'on puisse prendre le temps si vous avez des questions. Ouais. Alors, il y a eu 2 questions de Faiz. Là, je vais commencer par la dernière qui est intéressante. Quel est l'équilibre idéal entre phoning, social selling et mailing? C'est une question qui n'est pas évidente. Alors, nous, nous, on a une fonctionnalité sur notre plateforme qui permet d'automatiser l'envoi des mails one-to-one et surtout les relances, parce que ça, c'est un vrai en fait, c'est un vrai point de douleur chez les commerciaux. Delphine, tu m'arrêtes dis-moi ce que tu en penses. Mais envoyer un mail, ça n'a jamais rien donné, hein. Juste envoyer un mail, sauf coup de bol, le mec qui répond, tiens, ça tombe bien. Mais globalement, c'est pas un mail qui va faire le job. Donc, et même dans le canal email, le fait d'envoyer un premier mail avec un premier angle, un deuxième mail avec un angle vraiment différent, et ces 2 mails apportent à chaque fois du contenu, de la valeur, quelque chose d'intéressant pour l'interlocuteur, où il va apprendre quelque chose. Puis un troisième mail, ou même à la limite le troisième step, c'est d'aller faire une demande de connexion LinkedIn. Et en quatrième step, d'envoyer un quatrième et dernier mail, on va un peu plus directement droit au but et on demande de faire un call exploratoire. Ça produit des résultats qui sont largement supérieurs. Nous, sur les séquences de mails automatisées, on est sur des taux d'ouverture entre 40 et 60%. Et c'est pas du tout la même chose. Donc maintenant, nous, en interne, on fait plus que ça. On fait encore un peu de campagne classique, mais on automatise des mails one-to-one. Et c'est les sales qui envoient les mails. Donc, c'est piloté par le marketing. C'est branché sur les boîtes mail des sales. Et les mails partent des sales, mais c'est automatisé. Donc, les sales n'ont rien à faire. Ils ont juste à attendre qu'il y ait des réponses positives qui arrivent. Voilà. Cool. Donc, et dans un truc, je sais pas, Delphine, j'imagine que peut-être que tu l'as mis en place chez toi ou chez des clients, ce genre Oui, de alors système de effectivement, hein, séquence. chez moi et aussi chez les clients, c'est ce qu'on recommande systématiquement. En fait, l'idée, c'est d'éviter de s'épuiser en démarchant. C'est intéressant de faire de la prospection de masse, mais à un moment, il faut aussi se concentrer, d'ailleurs en collaboration sales et marketing, sur un listing qui correspond à nos ICP et personas, et d'aller faire des séquences, comme je disais, donc des séquences de mails, mais aussi des séquences qui utilisent les différents canaux. Et d'environner comme ça en fait le compte. Donc c'est ce qu'on appelle l'account-based selling et l'account-based marketing, où on va comme ça en fait essayer de travailler un compte jusqu'à temps de voir alors ça dépend des cycles de vente, etc., mais jusqu'à temps d'essayer de voir si, et en multi-interlocuteur, si effectivement il y a un projet ou il n'y a pas de projet. Et c'est très important ce que tu dis aussi de nurturer avec de la valeur.
ça nous viendrait pas l'idée de proposer un rencard comme ça à quelqu'un qu'on connaît pas. Et ben là, c'est un peu pareil. La confiance, faut évangéliser, faut apporter de la valeur. Et ensuite, il y a une passerelle qui se fait. On se dit, tiens, mais c'est vraiment super intéressant ce contenu, cette personne. Et donc, je vais peut-être plus avoir envie de découvrir, même si c'est pas tout à fait le bon moment pour moi. Voilà, je vais m'y intéresser et c'est sur cette base-là qu'ensuite je vais faire la passerelle et je vais accepter le rendez-vous. Donc l'équilibre idéal entre phoning, social selling, mailing et tout ça, bah, c'est qu'il faut vraiment faire l'ensemble à partir du moment où on a choisi de travailler sur une liste de comptes qu'on change en fait au fur et à mesure du temps. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi le warm, en fait, hein, warm calling, warm mailing. En fait, on va proposer aussi un rendez-vous parce que avec les outils, on arrive à mesurer qu'effectivement, ce prospect est suffisamment intéressé parce qu'il a eu ses différents points de contact, qu'il a ouvert nos mails, etc. Et donc, c'est peut-être le bon moment là pour lui proposer quelque chose. Donc évidemment, si vous outillez avec les bons outils, le temps que vous allez allouer à la partie mailing, une fois que c'est bien préparé, que vous avez les bons templates de mail qui sont bien faits, cette partie-là va être assez réduite en temps. C'est de l'investissement au départ et puis en fait, après, ça roule un peu tout seul. Évidemment, il faut coupler ça avec du phoning. Évidemment, il faut continuer à faire du social selling. Mais du coup, ce temps fastidieux, cette pénibilité qui consiste à gérer ces relances, etc., c'est maintenant, il y a des fonctionnalités qui permettent de le faire, d'automatiser ce travail-là. Et puis, il y avait une question préalable de Faïs, c'était sur les compétences à acquérir pour performer dans la vente à distance. Je sais pas. Moi, ce qui me vient, Delphine, c'est, il faut être comme plus organisé. Ça demande plus de méthode et de rigueur qu'avant. Avant, on pouvait s'en sortir avec du talent alors, je dis pas que le talent est devenu inutile, je dis absolument pas ça. Je dis juste que il ne se suffit moins à lui-même qu'avant, on va dire, même s'il n'a jamais suffi. Mais disons que là maintenant, faut préparer, faut faire un effort de formalisation, de structuration. On n'a pas parlé des comptes rendus de réunion, mais il faut aussi faire l'effort de faire les petits comptes rendus très très rapides, bullet point, mais qui sont utiles pour soi-même et pour le client en sortie d'un call. Donc, vous pouvez les grouper. Le lendemain, vous faites vos 4 ou 5 comptes rendus des entretiens que vous avez eus la veille. Je ne sais pas, comment tu répondrais à cette question, toi, Delphine, sur les compétences? Effectivement, je te rejoins et tu as donné aussi d'ailleurs des tips tout à l'heure où on est tout à fait alignés. Il y a deux choses qui me paraissent importantes en compétences. La première, c'est déjà, en fait, par rapport au physique, ce moment d'ice-break glace, il est hyper important de le garder. Et donc en physique, en fait, voilà, on passe dans les locaux, donc on peut rebondir sur ce qu'on voit. Et là, quand on est à distance, c'est plus difficile de faire ça puisque il peut y avoir une porte. Donc, alors d'ailleurs, l'environnement, effectivement, ça peut être un moyen quand même de rebondir. Important d'aller chercher des informations qui vont pouvoir nous permettre d'avoir un lien, en fait, un brise-glace. Donc, par exemple, voir sur LinkedIn un petit peu l'actualité de la personne ou aller voir sur Google Actualité l'entreprise. Vous serez surpris de ce que vous trouverez. Ça prend quelques clics, donc ça prend pas trop longtemps, surtout si on ne sait pas encore si c'est un prospect qualifié. C'est pas la peine de passer non plus trop de temps. Et ça va nous permettre d'amorcer la conversation et d'avoir ce moment en fait de lien avant de rentrer dans du plus professionnel. Voilà, les Américains sont très forts pour faire ça. Il y a un petit côté chaud et c'est vrai que c'est agréable et sans aller jusqu'à là, c'est important de faire cet effort-là. Et puis ensuite, effectivement, comme il y a des choses qu'on ne voit pas de nous-mêmes sur le site, c'est
important de suivre une méthode et de poser plus de questions. Donc, c'est pas plus mal parce que ça nous oblige en fait à poser des questions, à être structuré, à pas faire les montagnes russes à son prospect, à aller chercher les bonnes informations et encore une fois à laisser la place pour co-construire. Ça doit être un échange. Surtout, on fait pas de présentation imposée parce qu'on peut mettre un PowerPoint en visio. Voilà, faut que ça reste un échange. Et donc, tout ça, c'est des compétences effectivement à acquérir. Il y a un petit côté animateur aussi. Notre but, c'est que le client se sente bien. Et donc, surtout, j'insiste à être structuré avec de la méthode. Après, ouais, d'ailleurs, ce que tu parlais des icebreakers, nous, c'est probablement le truc qui marche le mieux en termes de reach, enfin en termes de taux de transfert au rendez-vous. C'est le rebondir. Parce que en fait, quand vous rebondissez alors, chez nous, les commerciaux, enfin les gens qui utilisent notre plateforme rebondir sur les nominations, puisqu'on pousse dans notre plateforme toutes les nominations de décideurs, les speakers à des conférences B2B. Regarde, voilà, Delphine, tu es speaker dans ce webinaire. Quelqu'un te contacte lundi en disant suite à votre intervention dans la conférence DCF de jeudi dernier, est-ce que tu vas jeter le mail sans l'ouvrir? Tu vas l'ouvrir. effectivement. Tu es sûr de l'ouvrir parce qu'on parle de toi. Enfin, tu te dis ça peut être intéressant pour moi. À minima, tu l'ouvres. Donc déjà, tu l'ouvres. Tu es sûr de l'ouvrir. Ça me fait plaisir. En plus, ça me fait plaisir. En plus, ça te fait plaisir parce que voilà. Et puis, je vais te dire, même si c'est pas vrai, puis tu vas peut-être pas vérifier dans le listing, que j'ai assisté à la conférence et que c'est super intéressant, notamment la partie sur le social selling. Et d'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, voilà ce que je fais, nanana. Et après, c'est tout le talent un peu du commercial de raccrocher les wagons et de susciter un intérêt. Mais le rebond, c'est plus facile que d'arriver à froid et enfin voilà, c'est vieux comme le monde, hein. C'est vieux comme le monde. Mais oui, mais c'est vrai que c'est encore plus important de nos jours parce qu'il y a tellement de sollicitations. Donc, et des opportunités de rebond, il y en a plein. Il y en a plein. Tu parlais de Google Alert, des actus sur la boîte. Donc, à la limite, ritualiser le fait, avant d'appeler quelqu'un, de chercher un icebreaker. Vous allez en trouver quasiment à chaque fois. Eh ben, tout à fait Ouais. d'accord, mon cher Serge. C'est un plaisir d'animer. Ma chère Delphine. Et puis, on va libérer peut-être les DCF Angers Ouais. qui doivent être dans leur Oui. cuisine en regardant Ouais, encore. vous avez tous faim peut-être. Alors, il y a Isabelle, je crois, qui. Il y a Nora qui nous partage une info. Ouais. Closery.io, vos infos de l'actualité des prospects. Ok, Ok. merci pour le tips, Merci pour effectivement. l'info. Ouais. Et merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à nous contacter voilà, par mail, sur LinkedIn. On est là. C'est avec plaisir qu'on continuera à échanger. Et puis voilà, on espère que ça vous a plu. Gardons contact, continuez à échanger des bonnes pratiques. Eh bien, bonne soirée à tous. Bon business et gardez le sourire et la foi. On est là pour émettre de la lumière. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.